Bonjour à tous les participants. J'espère que tout le monde est en pleine forme aujourd'hui. Indo-French Hub a été conçu pour faciliter l'échange de deux cultures très vivantes dans le monde, l'Inde et la France. Dans ce but, nous avons créé un hub d'activités et de programmes enrichissants pour les apprenants, les enseignants et tous ceux qui aiment la langue française. Nous allons organiser un atelier intéressant sur la lecture à partir du 2 avril. Les détails vous seront communiqués dans la chat box. Aujourd'hui, Indo-French Hub, en collaboration avec Institut français Inde, est heureux d'organiser le webinaire Sésame, ouvre-toi, animé par Hugh Deniso. Je profite également de cette occasion pour remercier Hachette d'avoir collaboré à ce webinaire. Nous avons parmi nous M. Philippe Guillian, attaché de coopération pour le français à Mumbai. Bonjour, bonjour Bijan. Bonjour. Et aussi, nous avons parmi nous You, attaché de coopération éducative, ambassade de France en Croatie. Bienvenue, You. Merci, bonjour. Ça va? Très bien, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Bonjour. En travaillant comme enseignant pour les préados, nous avons toujours les questions suivantes. Comment susciter la curiosité de nos préados? Comment les impliquer dans l'apprentissage? Quelles tâches leur proposer? Et pas mal d'autres questions. Et toujours, nous sommes en train de chercher les réponses. Aujourd'hui, You nous montrera il vous propose de découvrir dans ce webinaire dont les exemples seront extraits du manuel Sésame. Et tout d'abord, Philippe, je vous invite à exprimer votre point de vue sur ce sujet. Merci Bijal, et puis bonjour à toutes les participantes et à tous les participants à ce webinaire qui, comme d'habitude, sont très nombreux et originaires de différents pays, pas seulement l'Inde. Donc aujourd'hui, je suis particulièrement heureux d'accueillir Hugues Deniso, qui est un collègue. Nous avons en commun le fait d'appartenir au même réseau, le réseau des alliances françaises, des instituts français, et d'exercer dans le même domaine, celui de la coopération linguistique et éducative. Mais Hugues Deniso est un auteur très connu, particulièrement, et un formateur de formateurs également très connu dans le domaine de ce qu'on appelle le français précoce, mais qui va même au-delà, puisque aujourd'hui il va nous parler également d'outils qui sont qui vont être utilisés avec un public de préadolescents. Donc, Hugues Deniso, oui, je connais ses manuels depuis 2002, depuis Tatoul Matou, qu'il a coécrit avec Muriel Piquet, que je connais bien, avec qui a été ma collègue lorsque je travaillais en Grèce. Et puis ensuite, il y a eu les petits loustiques, et maintenant, Sésame, ouvre-toi. Donc, ce qui caractérise en général, mais je laisserai Hugues évidemment parler de son approche, hein. C'est ce qui caractérise évidemment, c'est les démarches interactives, les démarches ludiques, le souci de donner envie d'apprendre, l'approche actionnelle, et la nouveauté, je crois, par rapport à Sésame, mais il en parlera beaucoup mieux, c'est la prise en compte des intelligences multiples. Donc voilà, donc je vais maintenant lui laisser la parole, parce que je crois que c'est important. Effectivement, on a en commun cette envie de faire partager au plus grand nombre possible l'envie de découvrir la langue française et d'apprendre le français. Et pour cela, il faut évidemment avoir envie au départ, mais il faut que cette envie, elle soit entretenue, et que la motivation, le goût pour le jeu et le plaisir d'apprendre soient toujours présents. Voilà. Et donc, je laisse la parole à Hugues, parce que je sais qu'il va parler justement de l'importance de cette motivation. Merci Hugues, je te laisse la parole.
Merci Philippe. Voilà, donc un Merci. grand plaisir. Merci Philippe. Un grand plaisir de retrouver les collègues d'Inde avec qui nous avons partagé un grand moment il y a 2 ans en Hongrie lorsque j'étais attaché de coopération éducative à Budapest. Donc un grand plaisir de retrouver Bijal et un grand plaisir de te retrouver Philippe parce que moi je me souviens de notre première rencontre au Kavilam à Vichy où nous étions tous les deux à l'époque je crois directeurs de cours dans un institut français, toi à Madrid, moi à Amsterdam. Et je me rappelle qu'on avait bien comment dire, sympathisé autour de notre approche aussi marketing qu'on avait un petit peu en commun. Donc voilà, donc je suis vraiment ravi de te voir chaque fois que je peux te rencontrer également et ravi de retrouver les collègues d'Inde. Je n'ai pas regardé tous les noms, mais je sais qu'il y a des collègues qui étaient à Budapest qui sont là, Bijal en premier lieu. Je vous remercie de m'accueillir pour présenter en effet mon approche par rapport à une tranche d'âge pour laquelle j'ai beaucoup enseigné. J'ai eu la chance d'enseigner aux enfants de 2 à, à 12 ans en général, et puis enseigner un petit peu à tous les niveaux, aux adultes, aux adolescents, etc. Donc, mais là, c'est vrai que c'est une tranche d'âge qui est très intéressante et qui est particulièrement difficile, je dirais. Je vais expliquer en quoi elle est un peu difficile. Chaque tranche d'âge est difficile, mais je crois que celle-là est particulièrement difficile. En tous les cas, elle est difficile pour les auteurs de rédiger un manuel qui puisse plaire à tout le monde et qui réponde à une demande universelle, puisque ces méthodes de mon éditeur Hachette sont, en tout cas pour celle-ci, ciblent tous les pays. Donc, c'est aussi un petit peu compliqué. Donc, ce que je propose, si Bijal est d'accord, c'est de déjà partager mon écran. Oui, juste 2 minutes, Hugh. Je souhaite bienvenue à tous nos participants sur Facebook Live aussi. Et si vous avez des questions sur Zoom ou sur Facebook, vous pouvez le mettre dans la boîte Q&A et nous allons répondre à toutes les questions vers la fin du webinaire. Mais Hugh, beaucoup d'entre nous connaissent déjà qui est Hugh et et nous utilisons votre manuel aussi. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, Hugh, il est instituteur de formation et professeur de français langue étrangère. Hugh a enseigné cette discipline dans des contextes variés, Alliance française, Institut français, École européenne, École américaine, École française en Espagne, États-Unis et Belgique. Il est auteur de méthodes de français langue étrangère pour les jeunes enfants depuis l'année 2000 pour les additions Hachette. Formateur de formateurs, il assure de nombreuses formations dans les domaines de l'ingénierie de la formation et l'enseignement du français langue étrangère pour tout public. Ces manuels sont nés de sa passion d'enseigner et de son goût pour le partage. Et nous sommes vraiment chanceux de vous avoir aujourd'hui avec nous. Et alors, à vous. Merci beaucoup, Bijal. Merci pour ce rappel de ma carrière. J'ai l'impression d'avoir 120 ans, mais très bien, super. Et ben, on va commencer. Donc, je vais partager mon écran, si vous voulez bien. Oui. Vous me direz si vous voyez bien le... Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui. Ok, par contre, moi, j'ai perdu... Alors, c'est moi qui ne vois plus maintenant. Là, vous voyez bien? Bon, je vais faire... Si vous voyez bien... Oui, très bien. Oui. Voilà, c'est bon comme Oui, ça? parfait. Oui. Un écran? Parfait, très bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tout va bien. Donc, je vais vous mettre un petit peu de musique au départ pour Voilà, donc c'était juste un petit peu de musique avec une chanson qui est au départ une chanson d'un chanteur français que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle Alain Souchon, et cette chanson s'appelle J'ai 10 ans.
Et là, elle est reprise par Aldebert, qui est un chanteur pour les enfants, et par les United Kids, qui est un groupe de jeunes enfants qui chantent des reprises en français mises au goût du jour au niveau de la mélodie et du rythme. Et j'ai mis cette chanson parce qu'en effet, je vais appuyer mes propos sur la motivation et comment enseigner, en tout cas mes idées à moi, comment enseigner aux enfants de préadolescents. Et c'est vrai que c'est une méthode qui s'adresse aux enfants de 10-12 ans. Donc je vais m'appuyer sur cette nouvelle méthode qui s'appelle Sésame et que j'ai écrite avec ma complice des loustiques et qui s'appelle Marianne Capouet. Donc c'est une méthode francophone puisque Marianne est belge et moi je suis français. Et donc je vais essayer de vous montrer comment à travers cette méthode on peut arriver à motiver les élèves. Pour reprendre les propos de Philippe qui m'a présenté comme son collègue attaché de coopération éducative, finalement, ce n'est pas quelque chose d'anodin pour Sésame, parce que je me suis non seulement axé sur la tranche d'âge des 10-12 ans, mais également sur la difficulté de promouvoir et de sensibiliser les élèves de cette tranche d'âge au français et comment également fidéliser le public de cette tranche d'âge lorsqu'ils commencent le français pour ne pas les décourager et faire de sorte qu'ils continuent à apprendre le français. Donc là, mon approche, enfin j'en parlerai tout à l'heure, est à la fois l'approche d'un professeur, l'approche d'un formateur, mais également l'approche d'un attaché qui voulait donner aux différents pays dans le monde une méthode qui puisse leur être utile pour promouvoir le français et leur donner des arguments aux familles. Donc j'espère que ça te sera utile, cher Philippe, aussi dans tes missions en Inde et à nos collègues un petit peu partout et à moi-même en Croatie. Donc voilà, c'est donc une méthode sur laquelle il a fallu réfléchir énormément parce que toutes les tranches d'âge sont difficiles. Enseigner à des enfants de 3 ans, ça demande des connaissances qu'ont des éducateurs ou un instituteur, un professeur des écoles, on dit en France maintenant. Enseigner à des enfants d'école primaire aussi, ça demande d'autres connaissances. Enseigner à des adultes, ça demande une approche aussi particulière, puisque nos apprenants sont des personnes construites, etc. Mais la tranche d'âge des 10-12 ans est vraiment spécifique parce que les enfants, il y a un grand décalage entre les uns et les autres. Voilà, ils ont déjà vécu 10 ans, ils n'ont pas eu les mêmes expériences, ils ne vivent pas dans le même corps, ils ne vivent pas dans la même culture, ils ne vivent pas dans la même famille. Et tout cela fait que ce sont des enfants très différents les uns des autres. Et par contre, ils n'auront qu'un seul livre devant eux, un seul livre de français avec les mêmes pages, les mêmes supports. Donc, comment on va faire pour toucher à la fois tel enfant et tel autre? Également, ce sont des enfants qui se cherchent. C'est des enfants qui, au départ, étaient très liés avec leur famille. C'est pour ça que quand on écrit des méthodes telles que Tatou le Matou, les petits loustiques, on travaille sur des choses très jolies, très esthétiques, très enfantines, très proches du monde onirique, les animaux parlent, etc. Bon, voilà, c'est cette tranche d'âge-là. Quand on travaille sur une tranche d'âge des 7-9 ans, comme les loustiques, eh bien, on prend en compte le fait que les enfants sont très liés à une famille. Donc, on va introduire le français par rapport à la famille en cherchant une manière de la rendre intéressante et dynamique. On prend également en compte le fait que les enfants apprennent cette langue sans connaître réellement la manière dont fonctionne leur propre langue. Et là, lorsqu'ils ont 10-12 ans, eh bien, ils quittent le monde de la famille et deviennent ils sont très intrigués par le groupe, par ce que pensent les autres. Ils veulent faire partie d'un groupe. Et de ce fait, ils se cherchent, ils sont influençables et finalement, ils se constituent souvent en groupe, avec parfois d'ailleurs des moments un petit peu difficiles à gérer dans la classe lorsqu'il y a des conflits entre eux. Par contre, c'est également des enfants qui ont déjà un travail, ça dépend des langues maternelles, mais qui ont déjà une réflexion sur la construction de leur langue. Et puis également, quelque chose auquel on doit penser, et je pense qu'en Inde, c'est très très fort, vu le nombre de langues que vous avez dans votre pays, les langues véhiculaires, les langues vernaculaires, les langues étrangères. Ils ont aussi une connaissance multilingue qui est très importante pour approcher les langues et pour mettre en place
des stratégies d'apprentissage. Voilà, ce sont des élèves qui parfois seuls peuvent être très fragiles, mais qui se sentent plus forts au niveau du groupe. Et puis au niveau de leur constitution anatomique, au niveau de leur évolution, eh bien, c'est le début de la puberté, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. Parfois, ça prend un certain temps. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui, vous le savez bien, qui se passe en un mois ou en quelques semaines. C'est un processus très long, hein, même avant que l'on voit des premiers signes, ça commence déjà et il y a des modifications hormonales très importantes, des modifications physiques très importantes qui font que les élèves peuvent être très sensibles, peuvent être très fatigables facilement et donc on doit prendre en compte cela également, leur manière de se comporter face à l'adulte aussi, et tout ça rentre en compte dans ces débuts de la puberté, dans ces débuts de modification du corps. Une différence également entre les filles et les garçons, tout ça d'une manière, je dirais, je ne voudrais pas rentrer dans des stéréotypes, les garçons sont comme ça, les filles sont comme ça, mais c'est vrai qu'il y a une grande différence et également une période, ça dépend des cultures, et c'est vrai que je ne connais pas du tout la culture de votre pays, mais suivant les cultures, il y a un éloignement entre les filles et les garçons et un rapprochement. Donc, suivant chaque individu, certains commencent déjà à être attirés par l'autre sexe et d'autres, par contre, sont dans une période de rejet et on peut être en difficulté parfois par rapport à cela pour animer, dynamiser le groupe. C'est également un âge charnière entre les petits et les grands. Et ça, c'est très clair que c'est un âge charnière pour tout le monde. C'est-à-dire que les enfants ont du mal à se situer. Parfois, c'est même au niveau du système scolaire, parce qu'ils deviennent, dans certains pays, ce sont les plus grands de l'école primaire, parce que l'école primaire peut durer 6 ans. Et dans d'autres pays, là, je pense par exemple, pour ce cas-là, à l'Espagne, je pense à la Croatie, par exemple, où les enfants de l'âge de sésame sont encore à l'école primaire qui dure jusqu'à 14 ans. Et donc, ce sont les grands enfants de l'école primaire à 12 ans, ils commencent à être dans les plus grands. Et puis en France, par exemple, ce sont les plus petits de l'âge du collège. Donc, on voit bien que suivant le système éducatif, eux-mêmes vont se trouver soit être des grands, soit être des petits. Et puis, pour nous, les parents, les éducateurs, etc., ou le monde extérieur, c'est également un moment où on leur dit ah, mais j'aimerais bien que tu fasses ça parce que maintenant tu es grand, tu as 11 ans. Et puis, lorsqu'ils commencent à s'émanciper un peu trop ou à faire des choses qui ne nous plaisent pas trop, on leur dit moi, tu es encore petit, tu as 11 ans. Donc, nous-mêmes, on a un discours parfois ambivalent et pas très simple à comprendre aussi pour les élèves et pour les enfants, puisque parfois on leur rappelle qu'ils sont petits et parfois on leur demande d'être plus grands et plus mûrs. Donc voilà. Et puis, bon, j'ai déjà un petit peu signalé tous les changements physiques importants qui peuvent aussi occasionner notamment de la fatigue, un certain déséquilibre par rapport à, oui, même marcher, etc. Si on a une croissance un peu rapide, on peut avoir une certaine, comment dire, maladresse, même maladresse physique. Voilà. Donc, j'ai tenu compte avec Marianne, nous avons tenu compte de ces spécificités et nous avons décidé, non pas de proposer des animaux comme personnages, comme on l'a fait dans les petits loustiques, ou bien des familles comme dans les loustiques, mais de présenter, puisque l'importance du groupe est importante, de présenter dans la méthode des personnages qui soient des préados. Et dans le niveau 1, il y aura 8 préados. Il y a 8 préados. Le niveau 1 existe, il est bien là. J'espère que vous pourrez le feuilleter bientôt. On peut le trouver sur le site d'Hachette-Fleu et on peut feuilleter quelques pages de manière virtuelle. Nous avons 8 ados au niveau 1 et nous avons 8 pré-ados différents au niveau 2, puisque là aussi, nous devons tenir compte du fait que les élèves se lassent assez rapidement et ont besoin de nouveautés. Donc, c'est pour ça qu'ils ne vont pas suivre les 8 pré-ados pendant 2 ans, mais ils vont avoir 2 groupes d'amis différents qui vont les faire évoluer. Donc, nos pré-ados de Sésame 1, puisque je vais vous parler essentiellement de Sésame 1,
sont des élèves de l'école Jules Verne à Paris. Ce sont des élèves français, mais d'origine différente. Alors, nous n'avons pas de petits Indiens, je suis vraiment désolé, mais pourquoi pas si un jour il y a un Sésame 3. Nos élèves, nos pré-ados sont donc 8 enfants, 4 garçons et 4 filles. Et comme le disait Philippe en me présentant, je travaille sur les intelligences multiples. Par contre, je travaille sur les intelligences multiples depuis 30 ans. Et donc, je l'ai toujours intégré dans mes méthodes, mais Philippe a raison, c'est un petit peu particulier dans Sésame, dans la mesure où dans Sésame, j'ai voulu, avec Marianne, rendre les élèves conscients de ces intelligences multiples et les faire réfléchir à leurs propres intelligences. Alors, le terme d'intelligence actuellement est remis en question par certains scientifiques, pardon. Donc, on va utiliser, vous verrez à la fin de Sésame 1, on va utiliser le mot talent, les talents des enfants. Le terme intelligence multiple est remis en question, c'est le terme intelligence qui est remis en question, mais pas du tout la théorie de M. Howard Gardner, pas du tout cette approche multiforme de la personnalité, du caractère, des attitudes, des aptitudes. Ça, ce n'est pas remis en question. Et comme c'est une méthode de français langue étrangère, on ne va pas se focaliser sur les intelligences multiples, donc on n'emploie jamais ce terme-là avec les enfants. Mais par contre, j'ai voulu que ça soit très présent et que les enfants puissent vraiment travailler sur qui ils sont et leur manière d'apprendre. Donc, vous avez 8 enfants et chaque enfant est présenté au départ par un t-shirt et le t-shirt représente une intelligence. Vous avez un enfant qui est d'origine d'Amérique du Sud, Carlos, et Carlos a une ampoule sur son t-shirt jaune, qui est symbolisé par la couleur jaune et par cette ampoule, et ça représente l'intelligence intrapersonnelle. C'est un personnage qui aime bien réfléchir, qui aime bien s'isoler, voilà, qui est à l'écoute de l'autre, mais qui est également énormément dans la réflexion et qui se cherche, voilà, qui correspond vraiment à l'âge de ses enfants. Parallèlement à Carlos, vous avez un autre enfant qui a un t-shirt marron et vous ne le voyez pas bien sur la diapositive, en tout cas moi je ne le vois pas bien sur mon écran. Il a des petits personnages qui sont ensemble, qui jouent, qui font du sport, etc., qui interagissent et ça représente l'intelligence interpersonnelle. Et Nam est d'origine asiatique et Nam va être très ami avec l'enfant qui est tout en bas, qui s'appelle Jules ici, qui est un enfant qui a des problèmes de déficience visuelle, qui s'appelle Jules, et ils sont souvent les deux, puisque Nam, qui est d'origine asiatique et qui représente l'intelligence interpersonnelle, aide beaucoup les autres, et notamment son ami Jules. Vous avez Nadia, qui est d'origine maghrébine et qui a un t-shirt, je ne sais pas si vous voyez, on retrouve les symboles d'une calculatrice, notamment sur un téléphone, et qui est l'intelligence logico-mathématique. Vous avez Tibor. Moi, j'aime bien mettre des petites allusions à ma propre vie, à ma vie personnelle, et notamment Tibor est un personnage qui est né d'un ami hongrois, parce que j'étais à Budapest avec mes collègues indiennes d'ailleurs pendant une semaine. Et Tibor représente l'intelligence visio-spatiale et il a sur son t-shirt rouge, il a un Rubik's Cube qui est une invention hongroise. Vous avez Mélodie, je vais passer très vite, qui représente l'intelligence musicale avec ses écouteurs. Vous avez Fleur qui représente l'intelligence naturaliste. Vous avez Jules qui est donc avec une déficience visuelle. Il n'est pas aveugle, mais il a des petits problèmes de vue et qui représente l'intelligence kinesthésique. Et vous avez Fatou qui est d'origine africaine et sénégalaise qui représente l'intelligence verbo-linguistique. Donc on retrouve ces 8 intelligences et bien sûr elles sont travaillées de manière en interaction pour que les élèves eux-mêmes utilisent ces intelligences et puissent réaliser des tâches langagières et des tâches réelles, mener des projets dans lesquels ils vont pouvoir solliciter ces 8 intelligences en privilégiant chaque fois 3 ou 4 intelligences. Et on verra qu'à la fin de la méthode, eh bien, on va leur demander, à ton avis, à qui tu ressembles, à quel enfant de la méthode. Donc, tous des enfants français, mais d'origine différente et avec des traits de caractère spécifiques. Et je suis très content de l'aspect graphique. Je pense que quand vous choisissez une méthode en tant que professeur, en tout cas, moi, c'est mon cas, la première chose que je regarde, c'est à quoi ressemblent les pages à l'intérieur, parce que la pédagogie des auteurs, ça ne vient qu'après.
ça vient avec la lecture du guide pédagogique, puis ça vient également dans l'action au quotidien. Lorsque vous utilisez les méthodes, vous vous rendez compte que la méthode correspond ou pas à ce que l'auteur vous a dit lors d'un webinaire, ou bien à ce que vous dit le guide pédagogique. Et là, vous voyez si ça fonctionne ou pas, et si ça fonctionne également avec vous. Et là, je suis très content aussi je disais, pour ce premier niveau, parce que nous avons une illustratrice que j'ai choisie, et que Hachette a acceptée parce qu'elle a été plébiscitée par des enfants, par des collègues, etc. Elle s'appelle Pacotine, elle est belge, donc vous voyez que c'est vraiment une méthode franco-belge. Et c'est une BDiste, donc nous avons créé des BD qui nous permettent de faire interagir les personnages. Et comme elle est bédéiste, eh bien, c'est vrai que je trouve, par exemple, par rapport à ma méthode linguistique, que j'aime beaucoup, mais je trouve que là, j'ai une richesse supplémentaire parce que l'illustratrice étant bédéiste, elle a réussi vraiment à créer, à donner de la vie aux élèves. Et ça, c'est très important pour cette tranche d'âge, pour qu'ils se reconnaissent dans ces personnages. Et vous voyez les mimiques, l'aspect, voilà, comment Fatou a l'air pas bien, comment Mélodie est joyeuse, etc. Et donc, ça donne vraiment une vie au personnage. Donc, voilà nos 8 personnages de la première méthode. La difficulté avec cette tranche d'âge également de 10-12 ans, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles on travaille beaucoup avec les petits, par exemple tout ce qui est coloriage, dessin, bricolage, chansons, que l'on va être obligé un petit peu de déguiser et de présenter de manière différente avec cette tranche d'âge, parce que les enfants, alors bien sûr je ne peux pas dire tous les enfants, mais certains enfants ne vont pas aimer colorier. De plus, on n'a pas spécialement beaucoup de temps pour ce genre de choses avec cette tranche d'âge. Souvent, le français est enseigné avec, je dirais, à petite dose, avec peu d'heures, 1 heure, 2 heures. Je ne sais pas comment c'est le cas en Inde. Philippe me disait d'ailleurs que ce n'est pas la tranche d'âge la plus répandue en Inde pour enseigner. Par contre, ce que j'expliquais, c'est que ça peut être justement une tranche d'âge pour attirer les élèves vers le français, en les sensibilisant, même si c'est une méthode d'apprentissage et pas de sensibilisation, on peut les sensibiliser au français grâce à cette méthode, par exemple en proposant des cours facultatifs, des cours dans le cadre du périscolaire. Je vous dis tout ça sans connaître votre système éducatif, donc à vous de prendre ce qui vous semble jouable, faisable dans votre système. Mais ça pourrait être une méthode pour introduire, pour montrer comment le français peut être sympathique et finalement pas si difficile que ça à apprendre lorsqu'on l'apprend en se basant sur la motivation, sur le plaisir et sur des choses agréables et qui également ouvrent l'esprit. Donc même si je n'apprends pas encore beaucoup la langue, j'apprends d'autres choses par la langue. Donc je disais, la difficulté, c'est que par exemple, on ne va pas faire comme dans les loustiques ou d'autres méthodes pour les enfants, une chanson toutes les 2 leçons, ou bien au moins une chanson à apprendre par cœur. On va présenter les choses de manière un petit peu plus fine, un peu plus déguisée, pour que les enfants utilisent l'intelligence notamment musicale, mais sans être forcés d'apprendre par cœur des chansons. Donc je vous présente la première chanson qu'on a choisie dans Sésame. Voilà, j'ai écrit les paroles, c'est pas du tout de la grande littérature, et j'ai demandé à Gabriel, qui est ici, qui est également un jeune belge, c'est un belge germanophone, donc sa langue n'est pas du tout le français, mais sa langue est l'allemand, mais il a appris le français. Et je lui ai demandé de me créer des percussions corporelles pour que les enfants apprennent à chanter cette chanson. Donc mon idée, c'est que comme c'est des enfants qui n'aiment pas spécialement chanter, qui ne sont pas spécialement à l'aise avec leur corps pour certains, eh bien on va occuper leur corps grâce aux percussions corporelles et on va mettre le français sur cette mélodie qui n'est pas une mélodie musicale, mais une mélodie corporelle. Donc, je vais vous montrer un petit film. Ça se passe avec des enfants qui ont l'âge de Sésame 1. Ce sont des enfants de 5e année primaire en Belgique germanophone. Donc, leur langue n'est pas le français, c'est bien l'allemand. Et ils ont appris cette chanson environ en 10 minutes. Grâce à la vidéo, parce qu'avec Sésame, vous verrez qu'il y a plein de vidéos qu'on peut trouver sur le site compagnon de la méthode, grâce à la vidéo, puis également grâce à droite, vous voyez ce que j'appelle une partition corporelle, c'est-à-dire que vous avez les gestes qui sont indiqués par chaque syllabe de la chanson. Je vous fais écouter cette chanson en espérant que la connexion soit
suffisamment bonne, mais ça vous donnera une idée. Je m'appelle. Bonjour, je m'appelle Nadia. Elle s'appelle. Et toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Péro. Voilà, donc vous avez le geste qui accompagne les paroles et vous voyez que si vous regardez à droite la partition corporelle, vous voyez par exemple que la main sur le cœur, hein, j'essaie de voir, voilà. La main sur le cœur, hein, c'est chaque fois un pronom. On ne va pas expliquer aux enfants que c'est un pronom personnel, mais c'est je, tu, elle, etc. Ça appelle, on va avoir des gestes qui correspondent au français. Et cette chanson, elle a été créée avec les prénoms des personnages, mais un des objectifs, c'est de prendre les prénoms des élèves de votre classe et de les trier par syllabes. Des élèves des prénoms d'une syllabe, par exemple Hugues, des prénoms de deux syllabes, par exemple Bijal, par exemple Philippe. On va pouvoir les incorporer dans la chanson. Et on peut même imaginer, moi je suis aussi prof de théâtre, hein, j'ai fait beaucoup de théâtre, j'espère en faire encore bientôt, eh bien on peut aussi créer une petite mise en scène, une petite mise en voix particulière, et on peut séparer son groupe. Ceux qui ne veulent pas chanter peuvent faire seulement les percussions corporelles, d'autres peuvent aller chercher également des instruments, des percussions, des vrais instruments de percussion, et les autres peuvent chanter. Donc c'est ça, cette panoplie, cette ouverture de propositions pour que les élèves réalisent de manière différente les mêmes tâches langagières, parce que l'objectif est qu'ils apprennent le français. Et ce qu'on veut, c'est qu'ils apprennent tous le même objectif, qu'ils atteignent tous le même objectif, mais de manière différente. Et pour les collègues indiennes qui ont suivi mes formations à Budapest, vous savez que j'aime bien donner, j'appelle ça passer le relais aux élèves pour qu'eux-mêmes créent leur propre projet et animent à notre place, etc. Donc voilà, c'était cette première chanson. Donc vous voyez qu'on est loin d'une chanson à apprendre par cœur, tout simple, sur une mélodie. Et je ne sais pas si vous avez entendu avec la connexion, mais on entendait Gabriel qui chantait, et donc les enfants faisaient leur chorégraphie tout en écoutant Gabriel chanter. Voilà, j'espère que tout va bien. Donc, on va justement essayer d'éviter ce qui bloque les apprentissages pour cette tranche d'âge. C'est une tranche d'âge qui est déjà très consciente, qui est dans une période très cognitive grâce au travail qu'ils font avec leurs professeurs en langue maternelle et dans les disciplines autres que les langues. Ils ont besoin d'objectifs précis. Et donc, on verra que comme dans les moustiques, dans Sésame, je propose avec Marianne des objectifs dès le titre de la leçon. Et c'est très clair ce que les élèves doivent retenir. On verra que je vais beaucoup plus loin puisque la tranche d'âge me permet d'être un peu plus exhaustif et d'avoir une méthode légèrement plus dense que la tranche d'âge des 7-9 ans. Bien entendu, il faut avoir des méthodes de travail qui soient appropriées. Vouloir sensibiliser à une langue étrangère telle que le français, qui n'est pas une langue très répandue dans votre pays, à part peut-être certaines régions, si je ne me trompe pas, eh bien, c'est bien sûr avoir des méthodes qui soient basées qui donnent, comme on disait, l'envie d'apprendre, qui répond à la curiosité des élèves et qui simplifie également l'apprentissage. Le français étant véhiculé par plein de stéréotypes plus ou moins vrais, hein, je ne remets pas en question tous ces stéréotypes, mais de langues difficiles, de langues exigeantes, de professeurs sévères, de mauvaises notes, etc. Il faut absolument casser tout ça, tous ces stéréotypes, et avoir des méthodes de travail qui permettent aux élèves d'avancer à leur rythme sans être jamais distancés par le groupe. Donc, on va voir toutes ces méthodes de travail. Je viens déjà de vous donner un exemple avec comment on introduit la première chanson de la méthode. Le manque ou la perte de confiance en soi, donc ça va être très important d'avoir une approche positive. Mais là, d'après ce que j'ai vu de nos collègues à Budapest, je sais que vous avez cette approche qui est un petit peu anglo-saxonne.
positive par rapport aux enfants, par rapport aux apprenants, qu'ils soient petits ou adultes. Et pour donner la confiance en soi aux élèves, très régulièrement dans la méthode, on va mettre en valeur ce qu'ils savent déjà faire, aussi bien de manière naturelle dans la vie de la classe que par des petites évaluations, par des auto-évaluations, mais là également multiformes, c'est-à-dire à la fois des tests de connaissances pour les élèves qui sont des élèves un petit peu scolaires et qui ont besoin de remplir leur tête de connaissances très précises, par exemple des élèves qui vont s'axer seulement sur connaître le vocabulaire sans et chercher à le mettre dans une phase de communication, et puis des tests de compétences pour les élèves qui sont plus justement dans la communication et moins sur le savoir par cœur, etc. Donc on va chaque fois trouver des moyens de dire, ben, toi tu sais déjà ça, etc. Et de les aider à s'auto-évaluer et à se co-évaluer à la fois avec l'enseignant et à la fois avec leur père. Et puis quelque chose de très important, une intelligence émotionnelle qui ne fait pas partie des 8 intelligences qui sont par les personnages, parce que c'est une intelligence qui est parfois difficile à mettre en œuvre lorsqu'on ne parle pas la langue, mais elle est très présente dans les supports. On va essayer justement, grâce aux personnages et par rapport aux supports que l'on propose, de faire vivre des émotions aux enfants. L'intelligence, la chanson corporelle est déjà une émotion en soi. Il y a beaucoup de rire dans la classe, parce que même des fois le professeur se trompe, etc. On va avoir des supports, on va avoir des choses sensibles, on va avoir des vidéos, parfois très esthétiques, parfois très drôles, et tout ça va faire qu'on va avoir des émotions positives dans l'apprentissage. Donc, je vais peut-être passer plus rapidement sur ces objectifs qui favorisent l'apprentissage, puisque c'est finalement la différence de ce qui freine l'apprentissage. Donc, ces objectifs simples, clairs, qui favorisent l'autonomie, ça va être aussi, on va voir avec le cahier d'activité, une grande nouveauté dans Sésame, c'est que c'était la demande de vos collègues, notamment du Maghreb, qui m'ont demandé, lorsque je me suis déplacé chez eux, de créer des cahiers d'activité qui permettent, c'est pas spécialement ma vision des choses, mais il faut répondre à la demande des professeurs, des cahiers d'activité qui permettent également d'être transformés en cahiers de devoirs du fait du manque de temps pour faire certaines choses dans les classes. Donc, avoir en vue toujours d'amener les élèves à être autonomes. Autonomes dans le livre de l'élève par rapport aux activités collectives et autonomes dans le cahier d'activité pour que les élèves puissent se faire eux-mêmes tout seuls toutes les activités, toutes sans aucune exception, les activités du cahier. Donc, vous verrez comment ce que nous avons proposé. Je ne dis pas comment nous avons réussi, parce que ça, vous me direz dans 3-4 ans, quand la méthode aura été énormément utilisée, mais ce que nous proposons pour cela. Une pédagogie très cadrée, donc c'est vrai que moi j'aime bien avoir des méthodes simples et qui sont également pensées pour les enseignants qui n'ont pas beaucoup de temps pour préparer, donc une méthode très structurée qui ne donne pas de fausses surprises lorsqu'on découvre la leçon, que l'on comprenne bien justement où on va, non seulement l'élève, mais également le professeur. Et pour cela, eh bien, ce sont des méthodes avec des rituels, des choses qui reviennent régulièrement, par exemple les activités de prononciation, les bandes dessinées, et puis des rendez-vous pour des mini-projets, si vous avez le temps d'en faire et si ça vous semble intéressant. Et puis également ce qu'on appelle la méthode des petits pas, c'est-à-dire chaque fois démontrer ce que je sais faire et utiliser ce que je sais faire pour avancer. Ce qui revient à l'intelligence logico-mathématique qui veut que l'on parte du connu vers l'inconnu. Donc ça va être quelque chose de très important dans Sésame. Chaque fois, des rendez-vous, et des rendez-vous par des pages précises, notamment des pages de révision qu'on verra, des rendez-vous par rapport à des projets, où l'élève va se rendre compte qu'il est déjà capable de. C'est très important parce que le niveau A1 et A1 est un niveau très, très basique où on a l'impression parfois de ne pas apprendre beaucoup. Or, ce sont les bases et il faut que les élèves soient conscients qu'ils ont déjà bien acquis ces bases pour aller au-delà. Je dirais que le français, par rapport à d'autres langues, la difficulté, c'est justement ces premiers niveaux. Et une fois qu'on a atteint un certain niveau d'indépendance, eh bien, c'est beaucoup plus facile. Alors que d'autres langues comme l'anglais ou l'espagnol même, je dirais, je parle des langues que je parle, c'est plus facile pour moi.
Sur des langues peut-être plus faciles au premier niveau, mais après, si on veut être vraiment un très très bon locuteur anglophone, eh bien, ça demande beaucoup de travail sur les hauts niveaux. Et pour l'espagnol, pour moi, c'est la même chose. Pour monter son niveau d'espagnol et parler un très bel espagnol, il faut vraiment dépasser l'espagnol de la plage, qui est un peu plus facile à apprendre. Voilà, et donc favoriser l'apprentissage avec la confiance en soi, en accompagnant les élèves, en leur proposant beaucoup d'activités d'entraînement, et vous verrez notamment que dans Sésame, dans le cas d'activités, il y a même des activités d'entraînement de production orale pour l'élève tout seul, chez lui, sans vous, avec des activités qui proposent une autocorrection grâce à l'audio. Voilà. Ensuite, eh bien, on verra que ce sont les supports variés qui vont permettre justement ce qu'on disait tout à l'heure, l'émotion positive dans l'apprentissage. Et puis, Philippe a mentionné également mon approche ludique. Et c'est vrai que c'est de Sésame dont je serai le plus fier, je crois, pour l'instant, parce que c'est là où je pense avoir pu, avec Marianne, intégrer le plus le jeu dans les méthodes dès le livre de l'élève. Et vous verrez qu'il y a une grande première dans Sésame, quelque chose qui est très à la mode, ce sont les escape games ou les jeux d'évasion en français. Et c'est la première méthode de français langue étrangère qui intègre dans le livre des jeux d'évasion à la fin de chaque parcours. Un jeu d'évasion sous la forme de papier, puisque c'est dans le livre, on verra tout à l'heure une diapositive, mais voilà à quoi ça va ressembler, un escape game, un jeu d'évasion, et puis également sous forme numérique, puisqu'il y aura, avec la méthode, il y a tout un accompagnement numérique, de jeux numériques, de jeux interactifs, de jeux en autonomie, dont les jeux d'évasion. J'espère que je ne vais pas trop vite et en même temps pas trop lentement. Je vous montre rapidement une double page du livre numéro 1. Simplement, vous voyez, tu as des animaux, qui est donc la question qui va nous donner l'idée de l'apprentissage que l'on veut, c'est-à-dire être capable, et ça j'insiste, être capable de poser cette question à d'autres et être capable d'y répondre. Donc là, c'est depuis l'éloustique que j'insiste surtout sur le fait que les élèves doivent apprendre à poser des questions si on veut qu'ils interagissent et qu'ils communiquent. Et bien entendu, ceci va faire partie de la motivation pour les élèves parce que être capable seulement de répondre à son professeur ou bien être capable seulement d'apprendre des choses par cœur, des mini-dialogues, ne va pas participer à la motivation des élèves. Par contre, être autonome et être capable soi-même de poser des questions et de comprendre les réponses va participer à justement la prise de conscience de « je suis capable de communiquer en français ». Pendant longtemps, les méthodes, même les miennes au début, proposaient aux élèves seulement de répondre à des questions. Et on s'apercevait qu'au moment où l'enfant devait poser une question, eh bien, il n'en était pas capable. Donc, c'est important cela. Vous avez les objectifs simples avec la question en haut de la leçon, et puis vous avez un cadre qui s'appelle « Souviens-toi », que je montrerai de manière plus conséquente tout à l'heure, qui, elle, reprend tout ce que l'élève devrait être capable de dire et de répondre grâce au travail qui est fait tout le long de la leçon. La leçon pouvant être une double page peut durer, on l'a pensé en tous les cas, pour qu'elle dure sur 2 séances de 45 minutes à peu près. Voilà, donc c'est à ça que ressemble une double page. Et la méthode, par rapport à une méthode des enfants plus petits, propose un travail sur les 4 compétences dès le livre de l'élève. Si vous prenez des livres, que ce soit les miens ou ceux de mes collègues auteurs, pour les tranches d'âge de 7-9 ans, généralement, le livre de l'élève se préoccupe seulement des compétences orales et le cahier d'activité se préoccupe surtout des compétences écrites. Là, pour une méthode des 10-12 ans, vous avez dès le livre de l'élève un travail sur l'oral et l'écrit. L'oral étant dominant et l'écrit un peu moins, ça va changer au niveau 2 où l'écrit va apparaître de manière un peu plus conséquente. C'est lié aussi à l'intérêt et à la demande des élèves qui veulent écrire davantage. Et nous, on les freine un peu parce qu'on sait que si la langue entre trop par l'écrit, on va se retrouver avec de nombreux problèmes de prononciation lorsqu'on a une langue qui n'est pas phonétique comme le français ou comme l'anglais. Donc, on travaille sur
l'offre et la demande, c'est-à-dire, voilà, on sait que les élèves sont friands d'écrit, mais on ne veut pas qu'ils se réfugient dans l'écrit, mais on ne veut pas les frustrer par un manque d'écrit. Donc, c'est pour ça que les 4 compétences apparaissent et c'est pour ça que ça va être aussi progressif entre le niveau 1 et 2 de Sésame. Et puis, bien sûr, on en parlera après, il y a également tout l'intérêt de préparer les élèves aux certifications françaises et notamment au DELF Prime. Là, cette méthode est pensée pour le DELF Prime parce que c'est pensé pour des pays où les enfants de 10-12 ans sont encore dans le système primaire, mais bien entendu, ça les prépare aussi bien au DELF Prime qu'au DELF Junior si jamais vous choisissiez de prendre cette méthode pour les enfants qui ne sont plus dans le système primaire. Vous savez que ce n'est pas une question d'âge, mais une question de où ils sont scolarisés. Et donc, ça dépend du pays. Par exemple, en Croatie, les enfants peuvent passer le DELF Prime jusqu'à 12-13 ans sans problème. Voilà, voici, vous avez ici la leçon 3 du livre de l'élève et vous avez la même leçon, mais dans le cahier d'activité. Donc, dans le cahier d'activité, vous allez retrouver également les 4 compétences avec un exercice d'écoute, de compréhension orale où les enfants manifestent leur compréhension de manière active, c'est-à-dire qu'on leur demande de comprendre et pour prouver qu'ils ont compris, ils doivent faire des choses. Ils doivent relier, ils doivent cocher, ils doivent numéroter. C'est des choses qui ne sont pas très nouvelles, mais c'est important de rappeler que c'est pas dire tu comprends, oui je comprends, c'est prouve-le. Donc fais quelque chose de manière active, l'écoute active. Vous avez des jeux, si vous avez un sudoku, je pense que vous connaissez assez bien maintenant les sudoku, et qui est fait à l'écrit. Donc les enfants vont pouvoir à la fois copier, et ça c'est un geste qui est assez important au niveau A1, A11 et A1 du cadre. L'écrit approche, arrive par la copie et également par la mise en place d'un doute orthographique que l'on peut vérifier. Je vais vous expliquer ça un petit peu après. Vous avez donc la compréhension orale, vous avez un petit peu de compréhension écrite, de production écrite, et puis quelque chose qui est très nouveau dans Sésame, et j'espère que ça sera apprécié et également copié par mes collègues, c'est un entraînement. Donc tout ce cahier d'activité est un entraînement qui peut être fait entièrement en autonomie, et ça correspond à la tranche d'âge des élèves qui veulent un peu qu'on les laisse tranquilles quand ils ont le besoin, quand ils ressentent le besoin de « je suis assez grande pour faire tout seul ». Bien sûr, vous êtes là pour ceux qui auraient besoin d'accompagnement. Et donc, cette activité, ce sont des questions qui sont avec une seule réponse possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas leur dire « quel est ton sport préféré ?» parce que si on leur demande « quel est ton sport préféré ?» eh bien, on ne peut pas faire d'autocorrection. Donc là, on va leur poser des questions, mais pour laquelle il y a une seule réponse possible. Et s'il y a plusieurs questions, ce qui est souvent le cas, eh bien, c'est proposé pour qu'on réponde déjà à la première, à la deuxième, à la troisième, à la quatrième question. Ce qui fait que les élèves vont essayer de répondre et ensuite, ils vont entendre la correction. Quelle était la bonne réponse? Pour les élèves qui n'auraient pas envie d'essayer, ils vont peut-être tout de suite écouter la bonne réponse, mais ce n'est pas grave. C'est une manière peut-être de tricher, peut-être que ça vous gêne un petit peu. Mais moi, je me suis aperçu qu'il y avait des enfants qui apprenaient comme ça, qui apprenaient en allant voir des supports, en cherchant une autre manière détournée de trouver la réponse. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, et j'ai beaucoup discuté avec ces élèves-là, c'est qu'en faisant ça, ils travaillaient aussi, peut-être pas de manière académique et telle qu'on l'aurait voulu, mais ils travaillaient, par exemple, en écoutant déjà la réponse, en allant voir la réponse à un exercice, et bien ensuite, généralement, ils essaient de comprendre cette réponse. Donc, ils travaillent. Donc, vous voyez, c'est ça que j'ai voulu offrir tous les possibles. Et ce n'est pas toujours facile parce que c'est une démarche un petit peu nouvelle et qui est parfois à contre-courant de certaines façons de faire et de certains dogmes, je dirais, pédagogiques. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très nouveau. Et puis tout à l'heure, je le montrerai encore plus de manière plus précise. Vous avez vu que à la question dans le livre correspondait une rubrique « Souviens-toi » qui va leur dire exactement ce qu'ils doivent retenir et ce qu'ils doivent se rappeler à la fin de la leçon. C'est écrit, donc s'ils oublient,
on pourra revenir en arrière et leur dire « Souviens-toi, rappelle-toi de ce que tu as appris ». Ça pourra également être affiché dans la classe grâce au guide pédagogique où on a remis ces tableaux dans les annexes. Et là, dans le cahier d'activité, eh bien, ils vont avoir un petit dialogue qui reprend tous les actes de parole à se souvenir, dont il faudra se souvenir dans cette leçon. Ils vont entendre un dialogue. Il est toujours proposé avec un support humoristique d'un dessin, ce qu'on appelle le dessin de presse. Et vous verrez que les supports sont très, très variés et correspondent justement à cette tranche d'âge. Et puis le dialogue, ils vont devoir l'écrire. C'est là où entre en ligne ce qu'ils ont appris à mémoriser par cœur. Entre en ligne de compte également le doute orthographique, c'est-à-dire je ne sais pas exactement comment ça s'écrit, mais je vais essayer. Par contre, au niveau stratégie, ils vont s'apercevoir assez rapidement que les mots se trouvent dans la double page. Donc ce doute orthographique peut être levé au niveau de l'unité de mots en tous les cas. Après, il y a les accords, etc. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Et puis également, vous voyez peut-être à la fin, lis le dialogue à voix haute avec la bonne intonation, enregistre-toi si tu peux. Donc des possibilités, si tu peux, si tu veux, si ton professeur le demande. Et également, enregistre-toi, c'est-à-dire essaie de progresser par toi-même. Et donc l'encouragement à, comme je disais tout à l'heure, je me répète, mais c'est le leitmotiv de la méthode et de cette tranche-là, les rendre autonomes et désireux également de bien faire. Donc, une approche sur le plaisir avec des supports variés, j'espère intéressants, humoristiques, etc., mais également basé également sur l'effort. Je crois que c'est aussi ce qui caractérise mes méthodes, c'est que ce sont des méthodes simples, ouvertes, mais où on demande à l'élève de travailler et on demande au professeur d'être vigilant, d'être bienveillant avec l'élève, mais d'être vigilant à ce que les apprentissages se fassent pas à pas, de manière régulière et qu'il n'y ait pas une distance entre les apprentissages par certains élèves, les acquis de certains élèves et ceux d'autres élèves. Voilà, je parlais de moments de rencontre, des rendez-vous, pardon, dans la méthode. Eh bien, vous en avez dans le livre et vous en avez également dans le cahier d'activité. Là, c'est dans le cahier d'activité. Vous avez à la fin de chaque parcours, au bout de 3 leçons, vous avez une page je révise. Là aussi, vous avez une progression pour que l'élève de 10-12 ans ne soit pas perdu. Au début, il a des activités qui ressemblent à des exercices, il n'y a pas de mise en contexte, on fait les choses. Et puis dans la page « Je révise », eh bien, on voit qu'on s'approche plus des épreuves déjà du DELF, même si ce ne sont pas des épreuves DELF. On leur a proposé 4 rubriques, j'écoute et je comprends, je lis et je comprends, je parle, j'écris, qui représentent un peu les rubriques du DELF Prime avec les 4 compétences. Et puis, on va leur donner les activités en contexte. Pierre joue au jeu, qui est-ce? Lucie écrit à son correspondant, Léo. Lit leur conversation et trouve Lucie et Léo. Présente la famille du jardin, etc. Donc, on met en contexte, on voit qu'il y a une évolution déjà entre les leçons et les jeux révises. Et les jeux révises va les préparer plus ou moins au DELF Prime. Je dis plus ou moins parce qu'on n'est pas encore exactement dans les épreuves. Les épreuves, on verra qu'il y a une épreuve blanche qui est prévue et qui, elle, est exactement cadrée sur les épreuves proposées par France Éducation Internationale pour non seulement vérifier leurs compétences, mais également les entraîner aux procédures de l'examen et avoir les bonnes attitudes, les bonnes habitudes pour se présenter à l'examen. Également, quelque chose qui est très lié à la tranche d'âge, c'est la rubrique « Et dans ta langue ou dans tes langues, comment on dit ?» Les enfants, même si c'est une immersion dans la langue, on va parler français, on va apprendre la langue en étant actif et en utilisant la langue, ils ont parfois un besoin de traduction. Et nous aussi, finalement, parce que la traduction ne peut pas être mot à mot. Si je pense à j'ai faim et que je veux traduire en anglais, si on commence à traduire j'ai, I have, ben, c'est déjà faux, on a déjà un petit problème de traduction. Et puis, à ces 10-12 ans, et je pense qu'en Inde, c'est probablement très, très important, puisque je me souviens bien de nos collègues à Budapest qui parlaient
beaucoup de langues, et notamment les langues propres à votre pays. Donc, ça va être intéressant pour l'élève de voir comment on dit en français « tu es comment », mais comment on le dit dans sa langue maternelle et comment on le dit dans d'autres langues qu'il parle. Peut-être la langue de la famille, peut-être la langue des grands-parents, peut-être l'autre langue étrangère qu'ils ont appris, peut-être, voilà, plein de choses. Donc, cette ouverture aussi par rapport aux langues, par rapport au multilinguisme. Vous savez que c'est également un cheval de bataille de la France, de promouvoir non seulement le français, mais également l'apprentissage des autres langues et de veiller aux objectifs européens, d'avoir des citoyens européens au minimum trilingues. Voilà, donc vous avez ici les épreuves du DELF-PRIME telles que sont proposées dans Sésame, et j'ai voulu, et je suis vraiment très content, voilà, oui, vous avez un auteur content, donc c'est très bien, j'ai voulu que ça ressemble exactement à une épreuve réelle de France Éducation Internationale, et donc vous avez dans le cahier d'activité, à la fin de chaque niveau, une épreuve blanche du DELF-PRIME, et c'est présenté comme pour le DELF-PRIME sous la forme d'un livret. Vous avez le livret du candidat qui se trouve dans le cahier d'activité et vous avez le livret de l'examinateur qui se trouve dans le guide pédagogique. Donc ça, c'est le cas du DELF-PRIME, puisqu'on est sur une tranche d'âge 10-12 ans qui peuvent être encore dans un système primaire. Si vous avez des élèves qui se présenteront au niveau du DELF junior, ils n'auront plus cette présentation, mais en tous les cas, les contenus et la manière de présenter les activités sera la même, sauf que ce ne sera pas des livrets, mais des photocopies. Voilà. Donc, on va retrouver dans le cahier d'activité exactement des exercices qui correspondent à ce qu'on peut retrouver dans l'examen et également qui sont présentés de la même manière, c'est-à-dire qu'on a essayé de s'inspirer de ce que faisait France Éducation Internationale, le nombre d'écoutes, comment on présente les activités, comment on passe d'une activité à l'autre, est-ce qu'il y a une sonnette, est-ce qu'il n'y a pas de sonnette, etc. Voilà, très bien. J'ai regardé dans le clavardage, dans le chat, mais en français on dit dans le clavardage, s'il y avait des remarques, mais je n'arrive pas à l'ouvrir, donc on verra plus tard. Voilà, vous me dites aussi également sur le temps. Le livre se présente sur 3 leçons d'apprentissage. Je vais aller très vite par rapport à ça. Chaque fois, vous avez 3 leçons, donc 3 objectifs principaux, 3 souviens-toi. Et ensuite, vous allez avoir une page qui s'appelle « Je découvre » où on va utiliser le français pour découvrir des notions que les enfants connaissent peut-être déjà dans leur langue maternelle. Je pense par exemple aux 5 sens, mais comment on le dit en français? Quelles sont les expressions un petit peu typiques positives et négatives par rapport aux 5 sens? Et puis, vous allez avoir une page qui s'appelle « Mes projets ». Alors, je sais qu'il y a des professeurs qui n'utilisent pas trop ces pages, c'est à vous de voir. Moi, personnellement, je trouve que c'est très intéressant quand on a le temps d'aller jusqu'au projet parce que c'est là où l'enfant va vraiment pouvoir mettre en place tout ce qu'il a appris et également où l'enfant qui n'est pas spécialement encore à l'aise dans le français va pouvoir, grâce à ses autres compétences, d'où les intelligences multiples, eh bien, être vu autrement par vous, professeurs, et également par ses camarades de classe, par ses pairs, qui vont se rendre compte que tel élève, ok, même s'il a des difficultés à parler un petit peu le français, il va être très utile pour pouvoir mener à bien ses projets. Et vous avez, j'en ai parlé tout à l'heure, le jeu d'évasion, qui est donc une grande spécificité de Sésame, puisque à la fin de chaque parcours, eh bien, il y a un jeu d'évasion. Voilà, je parlais tout à l'heure de la confiance en soi, de la bienveillance et de l'accompagnement. Je reviens sur les 2 petites choses, je vous l'avais promis, un peu spécifiques de Sésame, en plus du jeu d'évasion. La rubrique « Souviens-toi », donc à la fin de chaque leçon, pour ceux qui connaissent Eloustic, vous aviez une question et des mots ou une seule phrase pour dire ce qu'on attendait des élèves et généralement à l'oral. Ici, dans Sésame, les enfants sont plus grands, ils ont besoin d'apprendre plus, ils se demandent eux-mêmes à apprendre plus, ils veulent être sûrs que ça sert à quelque chose et qu'ils apprennent. Ils sont également exigeants avec nous. Eh bien, vous avez 2 parties, je dirais. Dans le Souviens-toi, vous avez la mise en dialogue, en acte de parole de ses objectifs, parler de ses animaux. Tu as des animaux? Oui, j'ai un chien, un chat, un poisson.
Non, je n'ai pas d'animaux parce que je suis allergique aux poils et aux plumes. Ma mère a peur des animaux. Vous voyez que ça va au-delà du lexique et qu'on est bien dans des actes communicatifs et qui peuvent être utiles pour la vie sociale, donc actionnels. Donc, vous avez ce premier dialogue, voilà, qui est présenté. Puis ensuite, vous avez le lexique avec quelque chose qui me caractérise, mais qui a été utilisé également, et j'en suis content, par mes autres collègues auteurs, les codes couleurs, le bleu pour les noms masculins, l'orange pour les noms féminins, le rouge pour les verbes. Et vous avez la rubrique Souviens-toi, qu'on retrouve, que je vous montre de manière un petit peu plus, en faisant un focus dessus, qui reprend ça, c'est-à-dire qu'on a regardé le dessin, les élèves vont pouvoir soit parler si vous travaillez le cahier d'activité en classe, car c'est tout à fait possible, soit tout seul, ils vont l'observer à la maison, et ensuite ils vont entendre ce dialogue et ils vont essayer de le compléter, et ce dialogue va reprendre pas exactement le dialogue de Souviens-toi du livre pour pouvoir avoir d'autres exemples, pas un seul exemple, mais va reprendre les mêmes actes de parole, et tout ça va faire qu'ils vont pouvoir mémoriser. Et on va insister également sur la prononciation, la lecture, qu'ils entendent des manières correctes de prononcer le français. Et puis, entraîne-toi, vous voyez, vous avez ici le genre d'activité, c'est pas toujours comme ça, mais là, vous avez qu'est-ce qu'ils font, lis et répète la bonne phrase. Le serpent rampe ou le serpent saute. Alors, peut-être qu'il y a des serpents sauteurs qui vivent dans les arbres d'ailleurs, mais généralement, le serpent rampe. Donc, l'élève va essayer de répondre, même s'il est tout seul, le serpent rampe, le poisson nage, l'oiseau vole, et ensuite, ils vont pouvoir écouter pour vérifier. Donc, vous voyez qu'on les entraîne à travailler seuls, et je pense que c'est aussi important parce que la méthode va être sûrement utilisée, et on y a pensé parfois par l'enseignement à distance, et l'élève est de plus en plus aussi amené à être autonome du fait de la situation de la crise sanitaire et de la pandémie. Donc, c'est bien également de leur apprendre cela, de les accompagner pour devenir autonomes par rapport à leur apprentissage, tout en étant, je disais, bienveillants et en ayant confiance en eux. C'est-à-dire qu'au départ, c'est quelque chose qui gênait un petit peu mes éditrices, le fait, oui, mais si les enfants n'écoutent pas, si les enfants ne parlent pas, etc. Ayons confiance. Peut-être qu'il y en a qui ne parleront pas, peut-être qu'il y en a qui iront écouter directement, mais comme je vous disais, ils vont travailler de manière différente, mais ils vont faire quelque chose. Et je pense qu'on ne leur laisse pas assez la possibilité de s'entraîner à parler. Généralement, quand on leur dit de faire une petite scène, un jeu de rôle, on leur demande d'écrire et finalement, ils vont lire ce qu'ils ont préparé, mais on ne leur donne pas assez de temps. Donc, je pense que cette bouffée d'air, d'oxygène par rapport à la production orale contrôlée, puisqu'il n'y a qu'une seule réponse possible, pourra vraiment les aider. Vous me le direz dans quelques années, dans 2-3 ans, peut-être dans un an, lorsqu'on se retrouvera et si vous avez testé cette méthode ou bien d'autres méthodes où vous-même avez repris cette idée dans ce que vous construisez vous-même. Voilà. Donc, c'était ça que je voulais montrer sur un petit peu les spécificités. Nous avons également des choses que j'aime bien utiliser, que parfois, moi, je ne cherche pas non plus à innover toujours. Je cherche surtout à proposer aux collègues qui utilisent mes méthodes des choses qui fonctionnent, des choses que j'ai mis en place qui fonctionnent, ou des choses que des collègues m'ont proposées, m'ont expliqué et pour lesquelles ils m'ont assuré que ça fonctionnait. Donc là, par exemple, les deux projets. Le premier projet s'appelle Ma boîte à outils. C'est un projet qui met en valeur l'intelligence intrapersonnelle. C'est lié à l'autonomie. Les enfants vont avoir une boîte devant eux qu'ils vont remplir d'étiquettes que vous allez leur donner ou bien qu'ils vont fabriquer eux-mêmes, sur lesquelles ils vont pouvoir écrire, par exemple, le lexique d'un côté, par exemple, content, et derrière, ils vont pouvoir faire, c'est le cas ici, un petit smiley, un émoticône, où on voit un personnage content. Peut-être qu'ils vont écrire une phrase « j'ai 12 ans » et peut-être que derrière, ils vont faire un gâteau avec une 12 bougies ou bien peut-être qu'ils vont écrire en anglais « I'm 12 years old ». Voilà, c'est un petit peu à la carte, comme ils veulent. Vous pouvez plus ou moins diriger l'activité, mais vous pouvez également les laisser autonome par rapport à ça. Et il y a deux écoles, moi j'ai déjà tenté les deux, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, plus la boîte est grande et plus elle est remplie, plus ça veut dire que j'ai appris énormément de choses en français. Mais ça peut être le contraire,
plus la boîte est vide, plus ça veut dire que tout ce que je devais apprendre en français, c'est maintenant dans ma tête et j'ai plus besoin de ça dans ma boîte. Moi, c'est quelque chose que j'utilise quand j'apprends des langues. En ce moment, j'apprends le croate. Eh bien, j'utilise ce genre de technique pour mémoriser le vocabulaire. Alors, pas avec des boîtes, mais avec des assiettes, mais c'est un peu plus compliqué, donc je ne vais pas perdre du temps pour vous expliquer là. Ceci. Et vous voyez qu'on a le prénom Carlos parce que l'intelligence intrapersonnelle est représentée par le personnage Carlos. La boîte, je reviens sur la boîte, et le deuxième projet, la carte mentale, sont des projets qui sont pour toute l'année scolaire. Donc seulement sur le niveau 1, ça sera d'autres projets, mais sur toute l'année scolaire. Donc le deuxième projet, c'est une carte mentale, et vous voyez qu'il y a différentes couleurs, et les élèves vont apprendre à faire une carte mentale par chaque parcours. Donc, chaque couleur correspond à un parcours et correspond généralement à des contenus qui sont liés de manière un peu plus spécifique à une intelligence particulière, mais pas seulement une seule intelligence. Donc, on a le titre des parcours, moi, ma famille, chez moi, le corps, mes vacances, mon école. Et les élèves vont construire cette carte mentale et à la fin de l'année, il y a des activités qui sont proposées pour que les élèves puissent interagir à partir de leur carte mentale, se poser des questions, émettre des hypothèses, etc. Donc, c'est un projet axé sur l'intelligence interpersonnelle. Voilà, quelque chose également qui est proposé dans Sésame. Sésame 1, c'est une grammaire. C'est très important pour certains collègues de proposer une approche aussi grammaticale, très important pour les élèves également de pouvoir se référer à des outils grammaticaux lorsqu'ils en ont besoin. C'est quelque chose que moi j'utilise très très peu. Je n'ai pas une approche grammaticale en général, mais je réponds également à la demande des collègues et à la demande de mon éditeur. Et donc, ce qu'on a proposé avec Marianne, c'est des choses que l'on fait les deux. C'est une approche visuelle de la grammaire. Et c'est pour ça que vous avez ici, par exemple, sur les articles, et je pense que mes collègues d'Inde qui étaient à Budapest, on a vu ça avec les moustiques, je pense, parce que c'est quelque chose que j'ai mis en place dans différentes méthodes depuis très longtemps. Et donc, plutôt que de leur donner des règles, eh bien, on va travailler sur une approche visuospatiale. Et pour les élèves pour qui ce ne serait pas suffisant, il est toujours possible d'écrire une règle à côté. Donc, vous avez des cercles, vous avez des diagrammes, vous avez des cartes images, des étiquettes que l'on place par rapport à la structure même de la phrase. Donc, c'est un peu plus, c'est moins indigeste, en tout cas pour moi, que des règles qui sont formulées sous la forme de phrases. Voilà, on insiste sur des choses que l'on pourra également afficher en classe ou mettre dans le classeur des élèves pour qu'ils se rappellent. Et ce qui est très important pour moi, c'est que les élèves, au départ, lorsqu'ils produisent du texte, que ce soit du texte oral ou du texte écrit, ça ne doit pas être dans leur tête, ça doit être près d'eux et ils doivent pouvoir à cela. Si je vais écrire une lettre en croate ou en anglais ou en espagnol, moi j'ai encore recours au dictionnaire, je vais chercher dans une grammaire pour certaines règles, etc. Donc il n'y a pas de raison que des enfants qui sont débutants dans une langue ne puissent pas travailler en allant chercher un référent, une aide sur quelque chose pour essayer d'éviter des erreurs un peu trop grossières ou pour répondre simplement aux questions qu'ils se posent. Donc, ce n'est pas une approche où toutes les connaissances doivent être dans la tête, mais une approche où je sais comment résoudre des problèmes. Donc, c'est aussi une approche par résolution de problèmes, ce qui est très également dans l'air du temps. Voilà. Vous avez ici maintenant l'émotion positive, la présence d'émotions, ce sont les supports, à mon avis, qui vont aider ces émotions positives. Et ça commence dès l'ouverture du niveau 1 de Sésame, ça sera autre chose dans le niveau 2, c'est autre chose dans le niveau 2, puisque c'est déjà fait. Ici, vous avez les salutations, et c'est vrai que j'ai essayé de prendre aussi des choses qui fonctionnent bien dans les classes, qui on voit de manière régulière sur les réseaux sociaux, sur les blogs liés à l'enseignement en français langue étrangère, que ce soit aux enfants ou à d'autres. Ici, vous avez le panneau de salutation et vous avez des photos d'un professeur américain qui travaille avec des élèves de cette tranche d'âge en français, où on accueille les élèves avec des salutations différentes. Il s'agit de créer un dynamisme dans la classe, de donner une couleur différente à l'apprentissage du français, puisqu'on veut que les enfants soient
motivés, enthousiastes, et généralement c'est grâce à l'enthousiasme et au dynamisme des professeurs qu'on y arrive, et grâce à leur engagement, et ça c'est vraiment quelque chose de spécifique, je pense, des professeurs de français et des professeurs de langue 2 en général, voilà, qui s'engagent pour faire passer la langue et la culture, les cultures liées à cette langue, et également pour promouvoir aux côtés des gens comme Philippe et moi, les attachés, la langue française. Donc, proposer quelque chose où les élèves également sont actifs, intelligence kinesthésique et dans l'interpersonnel, où ils vont être en contact avec leurs professeurs et bien entendu, comme je disais tout à l'heure, moi j'aime bien les activités mises en relais, donc passer le relais aux élèves et que ce soit chaque jour un élève différent qui anime cette séance de présence. Bien sûr, ça va dépendre de votre emploi du temps, à quel moment a lieu le cours de français. Ça peut être un rituel de fin de cours et non plus de début de cours. Tout ça est expliqué dans le guide pédagogique avec nos propres idées, Marianne, moi, mais également un autre collègue qui s'appelle Cédric Cronier qui travaille avec moi sur le guide pédagogique par rapport à nos habitudes dans les classes avec lesquelles on travaillait ou on travaille. Voilà tous les supports qui sont proposés, enfin, pas tous les supports, mais une partie des supports qui sont proposés dans Sésame 1 pour vous montrer justement comment on va essayer de travailler sur l'aspect positif des émotions, l'aspect également centre d'intérêt varié. Tous les élèves ne vont pas être intéressés par tous les supports qu'on propose, mais on espère que régulièrement, ça va les interpeller et qu'ils vont avoir envie de travailler. Donc, vous avez ici, eh bien sûr, des photos, un mélange entre photos et dessins, également la bande dessinée et la bulle qui apparaît non seulement dans des bandes dessinées, mais également sur des portraits. Donc, par exemple, des personnages qui pensent. Et là, on verra que dans la bande dessinée, il y aura une introduction à comprendre ce que c'est qu'une bande dessinée, puisque c'est un support très culturel francophone, pas spécifiquement français, mais francophone. Vous avez ce que j'ai montré tout à l'heure, les dessins de presse avec l'humour, accompagnés de dialogues humoristiques. Vous avez des supports qui ressemblent à Instagram, donc voir un peu quels sont les réseaux sociaux que les élèves commencent à utiliser à cette tranche d'âge. Voilà, ne pas insister trop dessus aussi, parce qu'on n'est pas là non plus pour promouvoir les réseaux sociaux, mais quand même rentrer dans ce qui plaît aux enfants. Ici, par exemple, des photographies de personnalités, des gens qui ont un certain charisme, qui ont fait quelque chose de leur vie dans des domaines très différents. Vous avez des scientifiques, vous avez des musiciens, vous avez des sportifs, pas obligatoirement francophones, vous avez des femmes, vous avez des hommes, vous avez des personnes blanches, des personnes de couleur, et tout ça pour justement intéresser les élèves et leur montrer des exemples. Vous avez des peintures, voilà, des peintures. Bien sûr, on essaie de proposer des peintures différentes. Ici, c'est une peinture d'un artiste hongrois, français en fait, mais qui est né en Hongrie, Monsieur Vasarely, qui est le maître de l'art optique. Vous avez des cartes postales, vous retrouvez Astérix, vous avez des plats, vous avez des choses de géographie, des textos, des dessins et des activités comme cela que l'on voit en classe. Là, je vois le billet d'avion. Donc, vous voyez que c'est vraiment très, très ouvert par rapport à une méthode plus enfant. Là, on se dit que ces enfants-là, à 10-12 ans, surtout quand le monde va pouvoir se réouvrir, c'est des choses auxquelles ils peuvent avoir accès en voyageant, en allant sur le net avec leurs professeurs, avec leurs parents, etc. Voilà, les jeux découvre, eh bien, vous avez un jeu découvre sur les 5 sens, vous avez un jeu découvre sur l'alphabet, l'abécédaire, et là j'ai trouvé un abécédaire que j'aime beaucoup, et on a beaucoup de très bons retours sur cette page qui est proposée par Céline Laroche-Crochet, et L'Amour Crochet, je ne sais plus, excusez-moi, j'ai un problème avec son nom, je ne me souviens plus, par Céline, et qui propose des calligrammes, les calligrammes étant une approche très française proposée par Apollinaire, et vous voyez que chaque mot est présenté par ses lettres, mais représente également le mot. Et là, pareil, il y a ce que propose Marianne et moi, ce que nous proposons dans la méthode avec Cédric, mais il y a également tout ce que vous pourriez imaginer. Et là, c'était très drôle parce que mes éditeurs étaient un petit peu se demandaient si c'était bien approprié pour les enfants de cet âge-là. Et tous les retours des gens qui ont testé la page, qui ont montré aux élèves,
ont été très positifs. Donc, comme quoi, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'élève de 10-12 ans, ce n'est pas non plus l'adolescent. Et donc, il faut trouver des choses comme ça qui les rend curieux. Et le fait de voir le mot ananas qui ressemble à ananas, eh bien, il y a beaucoup d'élèves qui vont se dire « Ah, je veux peut-être essayer de faire un autre calligramme. » Donc, vous voyez, c'est toujours ça qui est vu. Des cartes, il y a beaucoup de cartes dans Sésame, les cartes de la francophonie, mais il y a la carte de la France, il y a d'autres cartes qui vont être présentées aussi au niveau 2. Et les élèves sont souvent très intéressés. C'est l'ouverture par rapport aux autres et par rapport au monde. Et donc, c'est très intéressant pour eux ils aiment généralement pouvoir regarder les cartes. Et vous pourrez l'enrichir, cette carte, en leur proposant peut-être une carte, je suis sûr que Philippe a ça, une carte peut-être des villes francophones ou francophiles en Inde, etc. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses que vous pouvez faire en enrichissant également au niveau local la géographie et la cartographie francophone ou francophile. Alors, je continue. Pardon. Des plans, le plan de Paris, voilà. Nous avons également les Jeux, alors les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques, parce que à cet âge-là, je pense que c'est important de les ouvrir. Marianne et moi, nous sommes très sensibles au monde du handicap pour des raisons différentes. Et donc, c'est vrai que les Jeux olympiques sont toujours présentés dans les méthodes. À 10-12 ans, je pense qu'en effet, on peut assez rapidement présenter les Jeux olympiques, mais on peut également les sensibiliser au monde du handicap. C'est pour ça qu'on a notre Jules qui a une déficience visuelle. Dans les loustiques, on avait un malentendant également. Et là, vous voyez qu'il y a une approche au niveau des Jeux olympiques qui est également proposée par rapport au slogan, par rapport au logo, parce que c'est quelque chose qui est très important pour eux. Et puis, ils vont découvrir en effet qu'il y a des personnes handicapées qui sont de vrais héros sportifs dans tous les domaines. Et ça, c'est une ouverture aussi pour les autres. Et vous verrez qu'on propose des activités sportives aux enfants pour qu'ils puissent utiliser le français et le sport. Et comme les Jeux olympiques seront dans quelques années, en 2024 à Paris, et je pense que la méthode va pouvoir vivre suffisamment longtemps pour travailler sur cette thématique de préparation des Jeux olympiques en France, mais non pas seulement en France, vous voyez qu'il y a d'autres pays qui sont cités. Et puis, lorsque les Jeux olympiques auront lieu, Jeux olympiques et paralympiques en France, ça sera également l'occasion de travailler sur l'événementiel et le quotidien de ces Jeux olympiques pendant quelques semaines. Et puis, une fois que ça sera passé, un rappel, etc. Donc, je pense que ça peut être très intéressant pour les élèves. C'est l'occasion également de mettre en valeur, de mettre en lumière vos sportifs, bien entendu, d'Inde, qu'ils soient olympiques ou paralympiques. Et puis, n'oublions pas que le français est une des langues officielles des Jeux olympiques. Voilà la carte de France avec la carte de la France métropolitaine, parce qu'il existe une autre France qui sera très intéressante. Voilà. Et nous avons ici les projets, donc rapidement les deux projets que j'ai montrés tout à l'heure. Un projet de mobile, construire des mobiles pour parler de ses goûts. Il y a à chaque fois une deuxième proposition de projet pour les professeurs qui aimeraient changer, par exemple tous les 2 ans, de faire un projet ou l'autre dans le guide pédagogique. Ça sera ici, par exemple, le mobile de l'emploi du temps idéal. Vous avez un projet que j'aime beaucoup, un projet de photographie humoristique avec un travail sur les pièces de la maison, les objets, les prépositions, très très drôle. Également, chaque fois, on pense à comment on pourra faire connaître le français et comment on pourra l'exposer. Donc là, une exposition de photos un petit peu insolite dans les couloirs de votre établissement, dans un endroit, à la bibliothèque de votre ville, etc. C'est à vous de voir comment faire sortir le français de la classe. Pour moi, c'est vraiment très important que lorsqu'on affiche, lorsqu'on publie, ça sorte de la classe, ça rejoint la perspective actionnelle. C'est grâce à cette démarche que j'ai notamment réussi avec mes collègues, je ne travaille jamais seul, avec mes collègues, on a réussi à redynamiser le français au sein des écoles européennes. Lorsque j'étais coordinateur pendant 10 ans, entre 1994 et 2004, le français était en train un petit peu de perdre de vitesse, l'allemand énormément, au profit de tout le monde voulait apprendre l'anglais. Et grâce à cette démarche de faire sortir la langue et de la présenter,
on a réussi à retrouver un certain dynamisme et un intérêt des familles qui avaient souvent peur, puisque j'habitais à Bruxelles et je travaillais à Bruxelles, que finalement les élèves n'apprennent pas grand-chose puisqu'ils étaient déjà dans un milieu francophone, ce qui n'était pas le cas pour tout le monde. Donc, exposer, publier, faire connaître, et là on peut compter sur Bijal et toute sa créativité au niveau de la communication et du marketing pour imaginer comment faire briller le français à l'extérieur. Et bien sûr, c'est Philippe aussi, parce que c'était quelque chose que j'avais beaucoup apprécié lorsqu'on s'était rencontrés à Vichy, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Voilà, ici vous avez également la chorégraphie, des flash mobs, nous avons des cartes postales. Et là, je disais, j'ai beaucoup pensé avec Marianne aussi à une approche qui soit vers les professeurs. Donc là, c'est le cas. Le dernier projet, ce sont vos élèves qui vont vous écrire depuis leur lieu de vacances pour leur dire ce qu'ils font. Je vois que Bijal s'est mis apparaît. Est-ce que c'est parce que j'ai plus de temps ou bien… Non, 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 parce que vous avez pris mon nom, alors je suis ici. Ah, d'accord, très bien. Ok, super, très bien, très bien. Non, Okay. non, non, vous pouvez Au niveau du continuer. timing, il me reste combien de temps, Bijal, pour voir Non, si vous pouvez continuer pour quelques minutes parce que c'est vraiment intéressant pour les enseignants ici. D'accord, très bien. Alors, Et aussi, on a un temps caout, je pense, non? Voilà, c'est maintenant justement. Ah, voilà, oui, c'est oui, ce oui, que oui. j'allais vous proposer. Hein. Donc, je vous montre maintenant, merci Bijal pour votre intervention. Je vous montre maintenant un exemple de jeu d'évasion. C'est le jeu d'évasion qui correspond à l'unité 3, au parcours 3, parce que j'ai voulu qu'on appelle ça un parcours pour donner justement l'idée de progression, de cheminement, de rendez-vous pendant le parcours, on s'arrête pendant le parcours. Et après les pages Je découvre et les pages Projet, il y a un jeu d'évasion pour lequel il y a 6 énigmes. Les 6 énigmes correspondent aux 6 intelligences empiriques, expérimentales, c'est-à-dire verbo-linguistique, kinesthésique, logico-mathématique, visio-spatiale, du naturaliste et musical. Les intelligences intrapersonnelles et interpersonnelles étant la manière avec laquelle vous allez proposer aux élèves de travailler. Est-ce qu'ils vont faire ces jeux d'évasion en groupe? Est-ce qu'ils vont les faire de manière individuelle? Est-ce qu'ils vont faire une partie de manière individuelle puis ensuite se mettre en commun? Donc les 8 intelligences sont là, mais les énigmes portent sur les 6 intelligences pratiques, expérimentales, et non pas sur les 2 intelligences sociales. Chaque fois, vous avez un personnage important qui représente ce jeu d'évasion. Nous sommes dans des univers différents. Là, nous sommes dans un refuge d'animaux. Nous avons Réa Hutin, qui est une grande protectrice des animaux en France, mais qui est née aux États-Unis et qui est d'origine turque, même si c'est une française, qui est maintenant francophone et parfaitement francophone, et qui est un personnage très important en France. Et c'est l'intelligence du naturaliste, puisque nous travaillons sur les animaux. Donc, je vais vous proposer d'essayer de travailler, de faire un caout. Je vais vous proposer un caout et vous allez utiliser votre téléphone portable. J'espère que tout le monde en a un près de lui. Et vous allez avoir un petit temps pour essayer de répondre à ces énigmes. Et nous allons voir quels seront les 3 collègues, je suis en train de chercher ma page, les 3 collègues qui seront les plus rapides et qui auront trouvé le plus de réponses. Alors, je vais arrêter de partager mon diaporama et je vais partager Internet. Voilà. Est-ce que ça a marché? Non, j'ai l'impression que… Oui, si. Est-ce que vous voyez ma deuxième page ou bien est-ce que vous voyez le site Kahoot ou pas? Oui, oui. Vous voyez bien le site Kahoot. Très bien, ok. Donc, je vais mettre en place et voilà, Teach, j'espère que je ne vais pas me tromper. Je vais fermer ça et ça. Voilà. On va choisir classique. Normalement, voilà. Je suis un peu trop rapide. Voilà, vous allez avoir un code PIN qui va s'afficher et avec votre téléphone, vous allez aller à l'adresse sur www.kahoot.it. Vous allez entrer votre code PIN 697 0082. Bienvenue à UT.
On va attendre un tout petit peu. Je ne sais pas combien il y a de personnes sur la formation. Il y a combien de participants au total pour l'instant à la formation? 75, Je pense 70? qu'il y en a peut-être plus de 20, peut-être parce qu'ici on utilise Kahoot dans les classes. D'accord, très bien. OK. On va attendre un tout petit peu que vous ayez le temps de vous connecter. Bien, vous êtes déjà 18, 19. Je vois Vedrana. Vedrana, est-ce que c'est une collègue croate ou bien Est-ce que Vedrana est un prénom d'Inde? Je ne pense pas, non? Non, non. Je pense que Vedrana, c'est une collègue de Zagreb, à mon avis. Minal. Allez, on attend encore un tout petit peu. Il y a Shubika ici, si vous vous souvenez de Shubika Ouais, qui très était bien. avec nous à Budapest. Très bien. En fait, Bijal, je suis encore énormément en contact avec les collègues. Voilà, parfois, c'est juste un petit mot sympathique pour un anniversaire. Et on est toujours en contact. Et je serais très ravi de vous revoir un jour. Je ne sais pas où, mais qu'on se revoie. Oui. Ça me fera très plaisir. Voilà, je pense 23. Vous me dites, Bijal, quand vous pensez qu'on peut commencer? Oui, je pense qu'on peut commencer maintenant. Très bien. OK. Oui. On y va. Démarrer. Alors, je voulais juste vous dire aussi, prenez un stylo et un crayon parce que vous savez que dans un jeu d'évasion, il y a un code secret. Et la dernière question, ça sera de vous demander le code secret. Or, vous n'allez pas pouvoir le mémoriser. Donc, écrivez au fur et à mesure des 6 questions quelle est la réponse, soit un chiffre, soit une lettre, pour qu'à la dernière question, vous puissiez retrouver le code secret. D'accord? Et on y va. Première question. Très bien, ça répond vite. Bravo, il y a 17 bonnes réponses. C'était la lettre M qui manquait, ma grand-mère, etc. et qui permettait de trouver le premier code. Donc, vous pouvez déjà écrire M pour le code. Je ne vais pas vous le rappeler chaque fois, mais comme c'est le début, je vous rappelle que vous devez écrire le code au fur et à mesure. Et nous allons voir qui est arrivé premier. C'est Souyi. Je ne sais pas si on prononce ça Souyi ou Souji. Souyi. C'est Suji. Souji, très bien, c'est Souji. Voilà, ça c'est le mélange des langues, on ne sait plus comment les prénoms. Suivi de Patricia, de PXG, de Souba et de R. On continue. Alors, très facile. Dessinez la moustache de l'oiseau. Je tiens à vous dire que cet oiseau existe vraiment. J'ai mis une photo dans le guide pédagogique de l'oiseau. Et quelle est la lettre? « 24 réponses. Et c'est terminé. 23 bonnes réponses. Bravo. Souji est toujours là et ça bouge un tout petit peu au niveau du classement. Bravo Souji. Troisième question. Logico-mathématique. Mon frère a une sœur, ma sœur a 2 frères. Nous sommes combien d'enfants? « 15 bonnes réponses. Ah, vous avez été mis en difficulté. Donc, il y a 3 enfants dans la famille. Nous allons voir si cette question a ébranlé le classement. Non, Souji est toujours là. Et Patricia est revenue en 2e position. Très bien.
Quatrième question. Alors, il faut répéter 4 fois cette phrase très rapidement, sans crochet. Et si vous y arrivez, vous pouvez écrire le nombre 4, le chiffre, pardon, 4. Très bien. Bravo. 18 bonnes réponses. Je suis toujours là, ça ne bouge pas beaucoup. Hein. Aïe, aïe, aïe. Très bien. On continue. Alors, vous voyez quel animal, hein? Écrivez la première lettre. Hein. Et celles qui me connaissent savent que c'est réellement mon animal, qu'il existe vraiment dans ma famille. Hein. Huit bonnes réponses. Ah, là, ça quand même hein, a été un petit peu difficile. Hein. C'était la lettre C, puisqu'il s'agissait d'un chien, d'un dalmatien. Et ce dalmatien est mon vrai chien. Et il a le vrai prénom de mon chien. Il s'appelle Dakota dans la méthode. Oh, on a perdu Suji. Il est parti à la 5e place. Très bien. Voilà. Et il y a 3 joueurs qui ont brisé leur série de 3 bonnes réponses. Donc, c'était une question difficile, visiblement. Hein, visio-spatiale avec une illusion d'optique un peu. Avant-dernière question, dernière énigme. Vous voyez combien d'animaux? Prenez votre temps, vous avez beaucoup de secondes sur cette question. Ah, très bien. 7 animaux. Il fallait trouver 7 animaux. Ça, c'est une énigme qui a énormément plu aux enfants. Ils ont beaucoup aimé. Et c'est vrai qu'il y a du coup des professeurs qui ont imaginé de faire d'autres dessins avec d'autres animaux. Et c'est là que je vous disais, cette ouverture où les professeurs et les enfants peuvent prendre l'idée qu'on leur donne et en faire autre chose que ce qui est prévu par les auteurs. Attention, cette dernière question, on va vous demander le code. Si vous ne trouvez pas le code, vous allez être coincé dans ce caout pendant quelques mois. Donc, trouvez bien le code, sinon on ne vous fera pas sortir de la pièce. Et c'est MK qui est là. Suji tente une remontée. Très bien. Et il y a Yuti aussi qui est là. Patricia et Madavi. OK, très bien. Et c'est Smith qui a gagné le plus de places. Hein. 7 places gagnées. Est-ce que ça sera suffisant? On va voir. Alors, avez-vous réussi la mission? Quel est le code secret? Et c'est terminé. On a 13 bonnes réponses. Donc, ça dépend comment vous avez bien noté votre code. Et puis, ce n'est pas toujours facile d'avoir une succession de chiffres et de lettres. Parfois, c'est compliqué de bien repérer, hein, notamment pour des gens comme moi j'ai été dyslexique quand j'étais petit. Et ce genre de choses, c'est toujours un petit peu difficile pour moi. Alors, attention, on y va. On essaie de voir qui a gagné, Bijal. On y va. Tadam. En 3e position, MK. Bravo. En 2e, Madavi. Et en première, surprise, Patricia. Très bien. J'imagine, Bijal, que vous connaissez tous ses collègues. Oui, s'il vous plaît, Madhvi, Patricia et MK, envoyez-moi un petit mot sur le chat, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a moyen de les voir en photo? Est-ce qu'il y a moyen de les mettre en évidence pour qu'on les voit? Non? Non. Non, ce n'est pas possible. OK, très bien. Je vais arrêter de partager mon écran et revenir à ma présentation et terminer
terminer. Attendez, alors, il faut juste que je trouve. Voilà, arrêtez de partager. Très bien. Et je repartage ma présentation que je ne vois pas. Si, la voilà. Très bien. Vous la voyez de nouveau? Vous voyez la présentation, c'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon. Très bien, voilà. Donc simplement, on va terminer, hein. Je pense que c'est bientôt le moment de terminer. La fin du livre, je vous en parlais au départ, hein, le travail sur les intelligences multiples qu'on a nommé pour les élèves les talents, eh bien, ça va être un travail où les élèves vont devoir répondre à un quiz, comme vous venez de répondre à un caout. Les élèves vont lire un quiz où il y a marqué des phrases très simples. J'aime lire, j'aime chanter, j'aime dessiner, je fais du sport, j'aime être avec mes amis, j'aime la nature. Ils vont choisir les numéros qui leur correspondent et ensuite ils vont écouter un audio et avec cet audio, ils vont pouvoir trouver les réponses du quiz et savoir à quel personnage ils ressemblent le plus. Généralement, on va leur dire de regarder les trois premières réponses, ça va vers trois personnages différents, parce que ce serait erroné de dire qu'on a une seule intelligence, on en a plusieurs. Et donc un élève va dire, ben moi je suis plutôt comme Carlos, j'aime bien travailler seul, j'aime bien être seul, et en même temps je suis comme Nadia, j'aime bien les énigmes, j'aime bien les jeux d'évasion, j'aime bien travailler en mathématiques, et puis je suis également comme Jules, parce que j'aime faire du sport, et je suis quelqu'un de très actif. Voilà, donc les élèves vont voir un peu à quoi correspondent leurs intelligences et ils auront la même chose au niveau 2 et ils verront que d'ailleurs ça peut très bien évoluer. Donc c'est vrai que par rapport aux autres livres où j'ai toujours travaillé en tenant compte des intelligences multiples pour les activités, etc., là je suis allé un peu plus loin en essayant de les sensibiliser à justement qui ils sont, à se découvrir quel genre d'élèves ils sont, quel genre de pré-ados ils sont et comment ils peuvent travailler pour, s'ils veulent, un petit peu modifier leur personnalité et leur caractère. Donc voilà ce qu'on a proposé. Pour terminer, eh bien, vous voyez, je vous ai montré le livre, le cahier de Sésame, mais sachez qu'il y a toute la collection et j'espère que Julie Vijal se mettra rapidement en contact avec vous. Je vais l'appeler dès demain. Aujourd'hui, c'est dimanche, donc je ne vais pas l'appeler, mais dès demain, pour qu'elle se mette en contact avec vous parce qu'il y a vraiment toute une présentation numérique et c'est important, notamment maintenant que nous sommes, ça a toujours été important, mais ça l'est d'autant plus maintenant qu'il y a l'enseignement à distance. Et vous voyez qu'on peut retrouver tous ces âmes sur l'ordinateur, sur le iPad, sur le téléphone portable. Il y a des jeux interactifs, il y a des jeux que l'on peut faire en classe, mais des jeux numériques que l'on peut faire de manière interactive. Le plus souvent, tous ces jeux sont faits à la fois de manière en autonomie et de manière collective. Il y a 2 jeux par parcours, soit 12 jeux par niveau, soit 24 pour l'ensemble des 2 niveaux. Et il y a également 6 ou 7 vidéos qui sont proposées et pour lesquelles il y a des fiches pédagogiques qui ont été réalisées par Cédric et moi. Donc, vous voyez qu'il y a cet accès aux médias qui est très important. Voici des exemples des vidéos sur lesquelles on travaille dans Sésame 1. Vous avez une vidéo de chanteur Philippe Catherine, qui présente l'alphabet. Peut-être que vous connaissez déjà ces chansons parce qu'elle est souvent proposée par mes collègues formateurs et même par certains auteurs. Mais voilà, moi j'ai voulu garder les choses qui fonctionnent. Donc, eh bien, vous avez accès à cette vidéo qui fonctionne très, très bien et très intéressante parce que les élèves que l'on voit avec Philippe Catherine dans la vidéo ont exactement l'âge des apprenants de Sésame. Donc, c'est très adapté. Vous avez Gabriel qui nous explique comment faire la musique sur l'approche de percussion corporelle sur la première chanson de Sésame. Vous avez une jeune chanteuse du groupe Kids United qui se présente et qui donne ses goûts. Qu'est-ce qu'elle aime à l'école, qu'est-ce qu'elle aime manger, etc. Vous avez une vidéo qui s'appelle Rhapsodie pour un pot-au-feu où il n'y a pas de parole, mais c'est musical. Donc, vous voyez que la musique, elle rentre par un clip, elle rentre par une explication de percussion corporelle, elle rentre par quelque chose qui est simplement musical, elle rentre par l'interview d'une jeune chanteuse, elle va rentrer par un clip de soprano qui est le chanteur préféré des jeunes Français actuellement.
Avec son clip, il y a également un flash mob que l'on peut faire dans la classe et qu'on peut mettre en place dans les parcs de la ville d'Inde où vous êtes actuellement. Il y a un clip un peu plus jeune avec Alain Lelève sur La Chambre qui est très très drôle. Et puis il y a un dessin animé. Vous savez que la France fait partie des pays les plus réputés pour sa créativité et sa création dans le domaine du film d'animation. Et là, nous avons un film qui s'appelle Indice 50 qui va permettre aux professeurs, aux élèves de réutiliser tout ce qu'ils ont appris dans le numéro 1 de Sésame. Voilà, donc je vais bientôt arrêter là, simplement pour vous dire déjà merci. Merci à Bijan, merci à Philippe, merci à tous ceux qui sont présents. Et bien sûr, merci à mon éditeur Hachette de me faire confiance chaque fois sur des projets différents les uns des autres. Je voulais juste aussi vous dire que nous avons, avec le guide pédagogique qui va bientôt être terminé et bientôt être proposé en ligne de manière progressive, nous avons également une partie fichier ressources dans laquelle, comme pour les loustiques, je propose des activités, des jeux à construire, à photocopier, etc., des activités collectives, des activités en autonomie. Par exemple, ici, je me suis beaucoup inspiré également de ce que font les élèves dans d'autres matières de cet âge-là. Ici, les élèves doivent émettre des hypothèses, ils ont un dessin codé et ils doivent imaginer, en regardant les couleurs, les chiffres, à votre avis, quel est le symbole, quelle est la météo qui va être représentée par le symbole qui va apparaître lorsqu'ils vont faire ce coloriage. Et vous voyez qu'on n'est pas dans un coloriage type les enfants de 7-9 ans, mais bien dans un coloriage qui est comme, j'ai envie d'appeler ça parallèlement au jeu sérieux, je dirais un coloriage sérieux, comme le jeu d'évasion est un jeu sérieux, et bien là, nous avons un coloriage sérieux. Et donc, on leur demande d'émettre des hypothèses avant de dessiner. A, il pleut. B, il y a des nuages. C, il y a du soleil. D, il y a des orages. E, il neige, etc. Et voici le résultat de ce coloriage. Premier dessin, il y a du soleil. Et le deuxième, il y a des orages. Donc voilà, je me suis inspiré de dessins pixelisés, d'activités de mathématiques proposées à des élèves de l'âge de Sésame pour créer un jeu de français langue étrangère. Voilà, c'est la première fois, je pense, qu'il y aura ça. Et bien sûr, j'ai dû un petit peu modifier les couleurs, etc., pour pas que ça soit trop évident. Parce que la difficulté de cette tranche d'âge également, c'est que, eh bien, ils sont déjà très, très éveillés, ils connaissent déjà plein de choses, et il y a des jeux qu'on ne peut pas leur proposer parce que c'est trop évident. Donc, chaque fois qu'on va faire des choses à colorier, des soupes de lettres, etc., il faut un petit peu corser l'affaire. Et le jeu d'évasion, ben, vous avez vu les questions, elles ne sont pas compliquées d'un point de vue linguistique, mais elles ce sont de réelles énigmes par rapport aux intelligences multiples, ce qui fait qu'on peut être en difficulté même quand on est un adulte, même quand on est français, puisque la difficulté n'est pas linguistique, mais bien au niveau de l'aptitude de ce talent, de cette intelligence. Voilà. Donc c'est ça qui me semblait intéressant. Vous avez également dans le guide pédagogique des bonus jeux, avec notamment des jeux collectifs. Et ça, c'est un jeu que moi j'appelais la boule de neige. Non, excusez-moi, moi j'appelais pas ça la boule de neige, j'appelais ça le comment vas-tu? Et en fait, j'ai repris la terminologie de Haïdé Silva, qui est notre maître à penser à tous sur le jeu en classe de langue de français. Et elle appelle ce jeu boule de neige. Donc, je lui ai demandé l'autorisation et j'ai indiqué, bien sûr, son nom, de reprendre le titre d'Haïdé parce que je trouve dommage d'avoir des mêmes jeux qui ont des noms différents. Et donc là, c'est un jeu qui est d'interaction où les gens, vous connaissez peut-être ce jeu sous la forme de j'ai une valise, dans ma valise il y a une chemise et le deuxième enfant répond dans la valise il y a une chemise et un pyjama, et le troisième répond dans ma valise il y a une chemise, un pyjama et un chapeau et puis là c'est un peu la même chose sauf qu'ils vont le faire en parlant des maladies, etc. Et ce jeu, je vous ai également proposé dans le guide pédagogique comment le réaliser à distance lorsqu'on est malheureusement dans cette situation de pandémie actuelle. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités par rapport à ce jeu, le vivre dans la classe et le vivre de manière
actuelle. Donc voilà, j'ai fini avec mon panorama. Je vais arrêter mon partage et je vais ouvrir ma porte, Bijal, parce que j'ai mon collègue Cédric qui vient d'arriver, qui est l'auteur, le co-auteur du guide pédagogique, parce qu'après le webinaire, on doit réviser, revoir un chapitre ensemble. Donc je vais vite l'ouvrir, comme ça vous pourrez lui saluer également. C'est un jeune auteur, c'est la première fois qu'il va coopérer avec nous. Donc j'ouvre la porte et je reviens, j'en ai pour une seconde. Oui. Vous voyez qu'on est vraiment en direct. Hein. Voilà, me revoilà. Et je vous présente Cédric. Voilà. Bonjour. Bonjour Cédric. Voilà. Donc, qui est mon co-auteur sur le guide pédagogique Sésame 1 et Sésame 2, et qui est un collègue qui travaille au lycée français, à l'école française internationale de Zagreb, en CM1, CM2, donc avec la tranche d'âge des élèves, mais également dans l'accueil des primo-arrivants, donc en français langue étrangère et également en français langue de scolarisation. Donc voilà, ravi d'avoir un tout jeune auteur. Voilà, la relève est assurée. Merci, merci Hugues de nous parler aujourd'hui et de partager un aperçu de Sésame. Le concept et la présentation de Manuel est vraiment formidable. Il semble être un livre complet avec beaucoup d'activités et de thèmes. Et personnellement, votre proposition de ma boîte à outils, c'est génial. Et avoir un manuel qui inclut le concept d'intelligence et besoin de l'heure maintenant. Et vraiment, j'attends avec impatience de recevoir le manuel d'achat. Et je suis sûre que de nombreux enseignants ici seraient intéressés de découvrir le manuel. Et ce manuel nous donne des idées plus innovantes pour gérer les pré-ados. Et ceux qui souhaitent passer leur commande pour le livre, vous pouvez le faire sur le site de Hachette. Et merci You. Et Philippe, vous avez quelque chose à ajouter ici? Non, simplement remercier Hugues parce qu'effectivement, sa présentation était très riche, passionnée, passionnante. Et puis, félicitations pour cette nouvelle méthode qui est le fruit quand même d'un gros travail et d'une méthode très centrée sur un public très spécifique. Donc, c'est encore plus intéressant. Parce qu'on sent qu'il y a eu une véritable réflexion sur ce public. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qui peut le motiver? Et que cette méthode a l'air de répondre parfaitement à ces questions. Donc, voilà, j'avais une petite aussi, j'allais demander à Hugues si effectivement elle était bien prévue pour l'enseignement à distance. Donc, là, je vois qu'on est tout à fait rassuré parce qu'en ce moment, c'est malheureusement vraiment d'actualité, y compris la comodalité. Bien sûr. Et donc, voilà. Donc, bravo aux auteurs. Merci beaucoup. Et puis, bon vent pour cette méthode. Merci. Il y aura beaucoup de succès comme toutes les méthodes précédentes. Okay. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et si vous avez des questions, je regarde dans le chat, mais je ne vois pas de questions. Mais si vous avez des questions, même après, vous pourrez, Bijal pourra toujours me contacter. On se contacte régulièrement. Et c'est toujours possible de poser des questions à froid, parce que parfois à chaud, on n'a pas trop d'idées, mais voilà. Mais il y a deux questions. Il y en a un dans la Q&A. Madhvi a dit c'était très intéressant et l'introduction de la méthode. Est-ce que votre méthode Sésame est inspirée par le livre de Jean-François Michel, cet profil d'apprentissage? Sinon, quelles sont les références d'appui pour élaborer cette méthode? Alors non, c'est pas du tout inspiré par ça, mais je pense que c'est assez proche. Hein. Donc voilà, c'est vrai que je dirais les références, le travail de mes méthodes, généralement, ça part déjà de mon expérience personnelle en tant qu'enseignant. Une expérience qui est assez, tout à l'heure, Philippe a expliqué, c'est vous ou Philippe, je ne sais plus, a présenté ce que j'avais fait. J'avais l'impression d'avoir en effet un âge très avancé. Et c'est vrai que j'ai enseigné aussi bien des enfants de 2 ans jusqu'à des adultes. J'ai enseigné à l'université, mais ça, c'est un petit peu différent. J'ai également enseigné à des enfants avec des problèmes spécifiques, des handicaps. Donc, c'est vraiment lié à mon expérience et également à l'expérience de Marianne Capoué, qui est ma co-auteure et
que j'ai rencontré maintenant, les années passent tellement vite, qui était un de mes collègues à l'école européenne en 1994 et qui est professeur de français langue étrangère à des jeunes japonais et qui est également spécialiste des enfants avec des troubles d'apprentissage. Donc tous les deux, on a ça. Et c'est vrai que je dirais que ce qui a vraiment bercé depuis le début mes méthodes, c'est plutôt Howard Gardner avec la théorie des intelligences multiples, des Tatul-Matou. Et c'est vrai que je me suis toujours intéressé aux différentes manières d'apprendre parce que moi-même, j'étais un élève pas spécialement scolaire. Et donc, parfois mis en avant par des enseignants, et généralement, ces années scolaires se passaient très, très bien, et je devenais tout à coup un très bon élève, et au contraire, mis un petit peu de côté par d'autres enseignants, et tout à coup, je devenais un élève, je dirais pas mauvais, mais en tout cas passable. Voilà, donc la prise en compte de cela. Et donc, pour moi, c'est vraiment les intelligences multiples, le fait également d'avoir eu à travailler en tant qu'instituteur. Moi, je suis d'une zone géographique en France où il y a, je ne sais même plus dire combien d'années, mais il y a presque 40 ans quand j'ai commencé à enseigner. J'ai commencé à enseigner à 18 ans, hein, donc j'étais très jeune. J'ai travaillé dans ce qu'on appelle les classes uniques. Comme enseignant, donc j'avais, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, mais ça veut dire que j'avais des élèves j'avais à peu près 12, 15 élèves dans ma classe, mais j'avais tous les niveaux, donc des petits de 5 ans, des élèves de CM2 de 10 ans, etc. Et j'ai dû beaucoup gérer des classes très hétérogènes, et donc il y a aussi ce côté-là dans mes méthodes sur lesquelles je m'appuie. Mais au niveau théorique, voilà, Howard Gardner, j'ai cité Haïdé Silva sur le jeu en classe de langue. Après, il y a les rencontres avec des formateurs comme Haïdé, comme Émilie Lair, comme Michel Boiron, etc. Tous les gens avec qui j'ai travaillé sur différents domaines. Maintenant, Cédric qui vient d'arriver. Voilà, c'est aussi l'enrichissement des rencontres. Et je dirais, sans vouloir être démagogue, des rencontres comme avec vous aussi, les collègues d'Inde, etc. Et d'autres collègues d'autres pays, parce que on a tous aussi notre spécificité d'enseignement. Et donc c'est par rapport à ça. Donc je dirais au niveau de la théorie, c'est une accumulation des années. Voilà. D'accord. Merci. Et la dernière question est par Madame Amrita. Elle a posé une question. Vous envisagez environ combien d'heures pour le Sésame, la première manuel? Combien d'heures d'apprentissage? Je pense que c'était entre 30 et 50 heures. Voilà. Alors, c'est vrai que 30 heures, ça veut dire qu'on va peut-être pas faire les projets, etc., parce qu'il y a des choses comme des projets qui prennent beaucoup de temps. Et souvent, les professeurs voient ça comme quelque chose d'optionnel. Moi, mes expériences d'enseignement, j'avais plus d'heures que ça. Et c'est vrai que je trouve que c'est très intéressant de pouvoir faire ces pages et d'aller jusqu'au projet pour que le français vive en dehors de cet aspect un petit peu scolaire, même si on essaye d'éviter de faire des méthodes trop scolaires. Mais c'est une commande d'Hachette pour répondre à ce nombre d'heures et pour répondre de manière très spécifique à un pré-apprentissage du français avant le collège. Et comme je disais, pour moi, ça peut être très intéressant pour vous de proposer la méthode ou certaines activités, certaines approches de la méthode pour attirer un public vers le français et pour pouvoir répondre positivement aux missions de mon collègue Philippe et aux vôtres. Voilà. D'accord. Alors, on a maintenant à la fin du webinaire. Un grand merci à vous, Hugh. Merci, Philippe. Merci d'avoir été à l'initiative de ce webinaire. Avec plaisir. Et à tous les participants sur Zoom et Facebook, un grand merci et bonne soirée à tout le monde. Merci. Thank you so much, everybody. Have a great evening. Bye-bye. Merci, Hugh. À bientôt, Bijan. À bientôt. À bientôt. À bientôt à tout le monde. Au revoir.